C'est parti pour la deuxième session. J'enchaîne, j'y vais, c'est parti. Alors on comprend bien que la stratégie climat ne peut pas être un simple plan d'intention. Ça, on l'a vu dans une précédente session. Elle repose sur des données robustes, des décisions à long terme, une capacité à embarquer les acteurs. Adapter les villes, eh ben, ça coûte. Mais ne rien faire, finalement, ça coûte encore plus. Et ça, c'est largement démontré. Et on va en poser les éléments tout à l'heure. Et pour nous aider à poser les termes du débat économique, nous accueillons Vincent Viguier, économiste au CIRED, spécialiste de l'évaluation des politiques d'adaptation en milieu urbain. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Vincent Viguier. Ok. On y va, Vincent, parce que nous sommes diffusés en direct. Il y a des centaines de personnes qui nous suivent en direct. Pas de souci. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Alors, j'aimerais commencer cette présentation en rappelant simplement le fait que globalement, à travers le monde, lorsqu'on regarde à travers les différents pays, il y a vraiment un décalage flagrant entre les constats scientifiques et ce qui est fait en général pour l'adaptation. C'est par exemple ce qui est évalué chaque année depuis 2021 par des rapports des Nations Unies. Ici, par exemple, vous voyez le titre du dernier rapport paru en novembre 2024 qui évalue l'action des États dans le monde en matière d'adaptation. Et le mot d'introduction de ce rapport, c'est ce qui est marqué ici, c'est que à mesure que les impacts du climat s'intensifient, l'adaptation faite en général partout dans le monde continue d'être loin derrière ce qui pourrait être fait. Les progrès dans l'implémentation sont lents et sont remplis de problèmes. Ça, c'est ce qu'on observe au niveau des États. Et lorsqu'on regarde à un niveau plus petit, au niveau des régions ou des villes, on peut faire à peu près les mêmes constats. Alors bien sûr, les choses s'améliorent, les choses avancent, mais beaucoup trop lentement, quelque part, par rapport à l'avancée du problème. Lorsqu'on regarde au niveau des villes, comme je le disais, vous avez des travaux qui ont évalué dans quelle mesure est-ce que les plans d'adaptation des villes remplissaient un certain nombre de critères. Par exemple, il y a ce travail ici, par exemple 2023, auquel j'ai participé. Et en fait, ce qu'on peut noter, c'est que ici, sur ce graphique, chaque point représente une ville différente en Europe, qui sont représentées sur la carte de droite. Et en ordonnée, vous avez, disons, une note de qualité du plan d'adaptation, suivant différents critères, je ne vais pas rentrer dans les détails desquels je ne vais pas rentrer. Et en abscisse, vous avez l'année de publication du plan. Et ce que vous pouvez voir, c'est que, au fur et à mesure des années, lorsque des plans de plus en plus récents sont faits, ils sont de meilleure qualité, ils intègrent de plus en plus d'impacts, ils traitent les impacts en proposant des mesures qui sont plus proches de l'état scientifique, etc., etc. Simplement, le score global continue d'être faible. Et une des questions qui se pose notamment aujourd'hui dans cette conférence, c'est pourquoi est-ce qu'on est aussi en retard par rapport à ce que l'on pourrait faire pour s'adapter aux impacts du réchauffement climatique. Alors, il y a beaucoup de littérature là-dessus et qui notamment ont été synthétisées dans le dernier rapport du GIEC, et notamment lorsque l'on prend le chapitre 17 de ce rapport, qui est un chapitre qui porte sur les conditions et les barrières pour la mise en place de stratégies d'adaptation aux impacts du changement climatique. Eh bien, il y a 4 grands types de facteurs qui sont proposés pour expliquer ce qu'il faut faire, ce qui permet la mise en place de stratégies d'adaptation. C'est d'une part la question des finances, la question de l'argent disponible pour l'adaptation. C'est d'autre part l'existence de connaissances et d'expertise suffisantes. C'est troisièmement le fait qu'il y ait une gouvernance adaptée. Et enfin, ce qui est appelé les conditions catalytiques. C'est, disons, tout ce qui concerne le fait de la culture, le fait de convaincre les gens, disons, de s'adapter. Alors, j'ai mis ce dernier entre parenthèses, pas parce qu'il est moins important, mais simplement parce que je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et ce que j'aimerais faire dans cette présentation, c'est rentrer un petit peu dans les détails de ces différents points et surtout vous montrer dans quelle mesure est-ce que ces points sont complètement interdépendants les uns des autres. Et avant cette session sur les questions de finances, surtout vous montrer en quoi est-ce que la question du financement est très dépendante des 2 autres points. Alors, justement, pour rentrer un peu dans les chiffres, ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsqu'on parle de financement de l'adaptation, en fait, on n'a pas le choix entre financer des actions d'adaptation ou ne rien faire. En fait, on n'a pas le choix entre dépenser de l'argent ou ne pas dépenser de l'argent. Le choix qui se pose, bien sûr, c'est
mettre en place des stratégies d'adaptation ou bien subir des impacts. Et quel que soit le choix que l'on fait, dans tous les cas, il y a des moyens qui devront être mis en place, soit pour les stratégies d'adaptation, soit pour les impacts, et soit, bien sûr, en pratique, un mélange entre les deux. Et si on prend juste quelques exemples de chiffres français, ici vous avez des chiffres qui viennent de France Assureurs, donc le groupe professionnel des assureurs français, qui montrent le coût des dommages des sinistres climatiques en France. Vous voyez que ça fluctue année après année, mais il y a une tendance à la hausse. Et notamment, alors là, les chiffres s'arrêtent en 2022, mais si on prend les chiffres pour 2023 et 2024, c'est au-delà de 5 milliards d'euros. C'est-à-dire que, voilà, c'est aujourd'hui, en moyenne, chaque année en France, on a une perte d'en gros 5 milliards d'euros due au sinistre climatique, et la tendance est à la hausse. Si maintenant on regarde les projections qui sont faites pour l'avenir, ici par exemple je présente des chiffres qui viennent d'un travail d'un de mes doctorants qui est en préparation, dans lequel on a rassemblé toutes les estimations de coûts des impacts du changement climatique pour la France. Donc si vous voyez sur le graphique de gauche, vous voyez pour différents degrés de réchauffement, disons les pourcentages de pertes en PIB projeté, voilà, les études donnent des chiffres très différents les unes des autres, mais disons que les pertes peuvent être raisonnablement estimées de l'ordre de quelques pourcents du PIB. Et bien sûr, quelques pourcents du PIB, je vous rappelle que le PIB actuel de la France, c'est dans les 3 000 milliards d'euros, donc quelques pourcents de 3 000 milliards d'euros, ça fait beaucoup de milliards par an. En plus de cela, ce qui se passe, c'est que parmi ces études qui regardent les coûts des impacts, il y a des études anciennes et des études récentes. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que plus les études sont récentes, plus elles ont tendance à proposer des chiffres élevés. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique de droite. Ici, sur ce graphique, chaque point représente une étude, et la date qui est représentée n'est pas la date des impacts qui sont simulés, mais la date à laquelle l'étude a été publiée. Et en ordonnée, vous avez la perte de PIB projetée pour les impacts du changement climatique. Et vous voyez que plus les études sont récentes, eh bien, plus on a tendance à avoir des études qui estiment qu'en fait les impacts du changement climatique en France seront élevés, voire même des études qui peuvent monter jusqu'à 80% du PIB français. Alors, face à ça, lorsqu'on s'intéresse au coût de l'adaptation, en tout cas aux besoins de financement public de l'adaptation, qui est juste une partie du coût, bon, c'est pas forcément évident d'avoir des chiffres sur le coût des financements publics de l'adaptation. Il y a notamment 2 rapports qui ont été faits là-dessus par I4CE, par l'Institut d'études pour le climat. Alors je ne sais pas d'ailleurs si certains des auteurs sont dans la salle aujourd'hui, et je vais réutiliser plusieurs fois ces rapports dans ma présentation. Donc ce sont des rapports qui ont estimé, pour celui de 2022 à gauche, disons, les coûts d'investissement pour des mesures urgentes à faire dès aujourd'hui, et des mesures qui sont sans regret, donc qui sont valables, quels que soient un peu les choix d'adaptation que l'on peut faire. Et l'estimation pour ces coûts, c'est à peu près 2,5 milliards d'euros par an. Et à droite, dans ce deuxième rapport, c'était des mesures qui allaient un petit peu plus loin et permettant d'adapter le pays de manière très approfondie, disons, aux impacts de réchauffement climatique. Et l'estimation dans ce rapport, alors qui concernait simplement le secteur des transports, du bâtiment, de l'agriculture, c'était entre 5 et 20 milliards d'euros par an. Mais du coup, vous voyez que le point ici, c'est que c'est toujours complexe d'évaluer les besoins de financement de l'adaptation, mais lorsqu'on fait ce type d'exercice, eh bien, les besoins en financement qu'on obtient, l'ordre de quelques milliards d'euros, sont du même ordre, voire faibles, comparés aux impacts du réchauffement climatique que l'on subit déjà aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est le premier grand message, c'est que lorsqu'on s'intéresse au financement de l'adaptation, lorsqu'on parle des ordres de grandeur, en fait, les besoins de financement sont relativement faibles comparés aux impacts que l'on subit ou que l'on va subir à l'avenir. Maintenant, un autre point aussi, c'est que je vous disais voilà, que parmi les limites, parmi les facteurs pour permettre l'adaptation, il y en avait plusieurs. Il y avait le financement, l'éducation, la gouvernance. Lorsque l'on regarde le rapport de gauche ici, les mesures à faire dès aujourd'hui, donc parmi les mesures qui sont listées, il y a une mesure qui ne coûte que, entre guillemets, 250 millions d'euros par an, donc c'est très faible par rapport au budget de l'État, c'est très faible par rapport aux investissements faits en France, et c'est très faible par rapport aux besoins d'investissement totaux pour l'adaptation. Et ces 250 millions d'euros concernent tout ce qui concerne les frais de personnes ou les frais de recherche. Donc c'est tout ce qui est accroître les connaissances, tout ce qui est faire de l'expertise, et surtout tout ce qui est diffuser la connaissance sur le changement climatique
au sein de la société, au sein de nos entreprises, au sein des collectivités. Et du coup, j'aimerais m'attarder un petit peu sur ce deuxième point. Donc, je pense que l'autre deuxième grand message de cette présentation, c'est que l'adaptation au changement climatique, ça requiert de l'expertise, ça requiert de la recherche et ça requiert des moyens humains. Le coût n'est pas forcément énorme comparé à d'autres postes de besoins financiers, mais il est vraiment crucial. Alors, pour illustrer ça, juste vous montrer deux exemples de types d'impact pour lesquels des data et des connaissances, des données et des connaissances sont nécessaires. Donc ici, par exemple, vous avez une photo. C'était il y a quelques années, après des pluies torrentielles qui avaient entraîné un glissement de terrain. Et donc, vous voyez une rame de RER qui est... enfin, là, il ne peut plus y avoir de voyageurs dans cette rame, disons, le temps que des travaux de réparation soient faits. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que parmi les différents impacts du réchauffement climatique, un impact qui est d'ampleur particulièrement importante, disons, en termes des conséquences économiques qu'il peut avoir, c'est tout ce qui concerne les réseaux critiques. Tout ce qui concerne les réseaux qui maillent le territoire, que ce soit des réseaux de transport, des réseaux d'énergie, des réseaux de télécommunications, et qu'en fait, une des grosses vulnérabilités de la France, mais c'est le cas pour tous les pays, ce sont ces réseaux. Et en fait, à l'heure actuelle, on a en France des données, disons, il faudrait beaucoup plus de données de manière à réussir à adapter nos réseaux. C'est par exemple le résultat d'un travail d'une étude qu'a fait France Stratégie en 2022. Et bien sûr, il y a des progrès faits là-dessus, mais voilà, c'est un poste très important. Autre exemple qui illustre à quel point on a besoin, je vais aller un petit peu plus vite, voilà, qui illustre à quel point on a besoin de connaissances, c'est le fait que les impacts du réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est assez différent de la gestion des catastrophes naturelles habituelles. Une des raisons, c'est notamment le fait que le réchauffement climatique fait augmenter de nombreux risques de manière simultanée. Et qu'en fait, c'est très différent de s'adapter, par exemple, à un risque de canicule ou de s'adapter à une canicule qui arriverait après 6 mois de sécheresse, ou encore de s'adapter à une canicule qui arriverait après 6 mois de sécheresse et dans une ville ayant subi un afflux de migrants climatiques. Et qu'en fait, vraiment, le point crucial avec les conséquences du changement climatique, c'est ce fait que le réchauffement climatique n'augmente pas des risques de manière séparée, il augmente de nombreux risques différents les uns des autres, mais tous en même temps. Et qu'en fait, le cumul de crises est quelque chose face auquel, aujourd'hui, il reste très compliqué de se préparer. Donc ici, par exemple, sur cette carte qui vient d'un des rapports du Haut Conseil pour le climat, vous avez, disons, une synthèse de principaux impacts emblématiques au niveau français, vous voyez, qui sont de nature très différente. Maintenant, en ce qui concerne le troisième point, la question de la gouvernance, quelque chose que l'on voit très vite lorsque l'on essaye d'évaluer les besoins de financement pour l'adaptation au changement climatique, c'est que la quantité de besoins de financement dépend très fortement des choix, des stratégies d'adaptation qu'on veut mettre en place. En fait, il n'y a jamais une seule manière de s'adapter au réchauffement climatique et suivant les choix qu'on fait, ça peut amener à des besoins d'investissement différents. Par exemple, pour reprendre le cas des transports, eh bien, si jamais on a une route qui aujourd'hui n'est jamais inondée, ce qui est le cas d'énormément de routes en France, si c'est une route qui se situe dans une zone qui sera potentiellement sujette à de la submersion marine dans les années à venir, on peut choisir de protéger l'ensemble de cette route de manière à ce qu'elle ne soit jamais inondée à l'avenir. Ceci présente un certain coût. Si par contre, on choisit de protéger cette route de manière à ce que la plupart du temps, elle ne soit pas inondée, mais que quelques jours par an, on accepte qu'en cas d'événements particulièrement extrêmes, la route soit inondée, le coût des ouvrages de défense à faire est bien inférieur. Et en fait, ça, ce sont vraiment des choix qui se posent tout le temps. C'est-à-dire que vouloir maintenir un niveau de sécurité ou un niveau d'insensibilité aux catastrophes naturelles similaire à aujourd'hui est possible, mais à un coût extrêmement élevé, alors que choisir de laisser quelques zones subir des catastrophes naturelles peut se faire à un coût beaucoup plus faible. Alors bien sûr, si des zones subissent des catastrophes naturelles, ça signifie qu'il va falloir derrière indemniser ou qu'il faut faire bien sûr attention à ce que lorsque ces zones aient des catastrophes naturelles, ce n'est pas d'impact sur des habitants. Par exemple, typiquement, lorsqu'on a une route qui dessert une centrale nucléaire, des écoles ou des hôpitaux, on peut vouloir privilégier le fait de rendre cette route sauve en cas de n'importe quelle inondation, lorsque c'est une route
qui ne présente pas ces caractéristiques, il peut être plus intéressant d'accepter qu'elle soit inondée de temps en temps. Mais tout ça pour dire que, le coût de l'adaptation dépend en fait profondément de ce que l'on va choisir d'abandonner. Le coût de l'adaptation dépend de manière très profonde de est-ce qu'on va vouloir maintenir le pays tel qu'il est aujourd'hui ou est-ce qu'on va accepter que certaines choses soient dépendantes d'impact du changement climatique. Un autre exemple lié à ces questions de gouvernance que je trouve assez illustratif, c'est ce qu'on voit ici, sont par exemple les toits de Paris. Alors les toits de Paris, vous savez peut-être que c'est quelque chose qui est vu par beaucoup de personnes comme assez constitutif de l'identité de la ville. Il y a eu par exemple il y a quelques années des propositions pour les classer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un problème, c'est que bien, les toits en zinc à Paris ne sont pas du tout adaptés aux fortes chaleurs. Ce qui fait que lorsque vous avez des canicules, par exemple, vous avez fréquemment beaucoup de victimes au niveau des derniers étages des immeubles. Et du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'on choisit de remplacer les toits en zinc par des toitures végétalisées, qui, comme l'a montré Valérie tout à l'heure, est quelque chose qui permet de bien isoler les bâtiments contre la chaleur, puis aussi de rafraîchir par la présence de végétation? Est-ce qu'on choisit de peindre les toits en blanc, comme ça a été fait à New York? Est-ce qu'on choisit au contraire de maintenir l'identité visuelle de la ville, mais dans ce cas-là en acceptant que les derniers étages des immeubles soient invivables en cas de canicule? Et si on fait ça, est-ce qu'on accepte d'indemniser les propriétaires des logements au niveau des derniers étages pour la perte de valeur de leurs biens? Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a différents choix qui amènent à différents gagnants, à différents perdants. Et en fait, vous voyez qu'ici, la chose à faire, ce n'est pas un choix technocratique, c'est vraiment un choix collectif à faire. En fait, c'est un choix démocratique. Et il y a énormément de débats comme ça qui se posent au niveau de l'adaptation. Pareil, lorsque vous prenez par exemple, je sais pas, les stations de ski de moyenne montagne, dans lesquelles l'enneigement est très menacé aujourd'hui et dans les années à venir, une des questions qui se pose, c'est bien, est-ce qu'on doit accompagner ces stations pour diversifier leurs activités? Et si oui, qui doit payer? Lorsque l'on prend la montée du niveau de la mer, qui doit payer pour les expropriations d'habitants qu'on choisirait de faire partir? Qui doit payer pour les digues? Est-ce que c'est la collectivité nationale qui le fait ou pas? Il n'y a pas de bonne réponse, c'est vraiment des choix collectifs à faire. Et suivant les choix que l'on fait, eh bien, le coût pour l'État ne sera pas le même, le coût pour différentes collectivités ne sera pas le même, le coût pour différentes personnes ou différentes entreprises ne sera pas le même. Et en fait, l'erreur là-dedans, ce serait de ne pas se poser la question. Parce que lorsque l'on ne pose pas la question, en fait, on choisit par défaut un chemin d'adaptation qui a certains perdants et certains gagnants, mais sans laisser le choix à personne de se prononcer là-dessus. Voilà, j'ai passé là-dessus assez rapidement. Et après, un dernier point là-dessus, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque l'on regarde le montant des besoins en adaptation, alors c'était des chiffres français, mais lorsqu'on prend des chiffres dans d'autres pays, c'est assez similaire. Par exemple, les chiffres en Angleterre sont d'après le Climate Change Committee, sont de l'ordre de 10 milliards d'euros par an pour adapter le pays aux impacts du changement climatique. Eh bien, ce sont des chiffres qui sont élevés dans l'absolu, mais très faibles, par exemple, par rapport au prix des investissements qui sont faits chaque année. Et comme l'a souligné Diane Simu juste avant la pause, un point qui est très important là-dedans, c'est la question de l'anticipation. Alors, pour illustrer ça, ici, vous voyez des immeubles qui sont en construction. Les immeubles neufs construits aujourd'hui en France doivent respecter des réglementations thermiques, la réglementation thermique 2020, qui impose un certain niveau de confort d'été. Or, ce confort d'été est basé sur ce qui s'est passé pendant la canicule de 2003. Et du coup, donc, vous voyez, là par exemple, c'est un article du 28 avril, il y a quelques jours. Il y a de plus en plus d'acteurs qui commencent à dire, mais le problème, c'est que la canicule de 2003, elle était importante à l'époque, mais elle est faible comparée aux canicules qui peuvent se produire dans les années à venir. Ce qui fait que les bâtiments neufs qu'on construit aujourd'hui ne sont pas forcément adaptés aux canicules que l'on peut attendre dans les années à venir. Et ça, c'est vraiment un enjeu clé. C'est-à-dire qu'avec de l'anticipation, l'adaptation est essentiellement un surcoût qui n'est pas forcément très important à intégrer au projet au moment où on les fait. Mais par contre, si on a mal anticipé les choses, si on s'est mal projeté dans l'avenir, bien le fait derrière de revenir en arrière, d'avoir à refaire les bâtiments, coûte bien sûr beaucoup plus cher. Et en fait, mon message final est ceci, c'est que l'adaptation, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de se projeter dans l'avenir, de penser le développement de son territoire en acceptant
les contraintes naturelles, en acceptant les contraintes posées par les impacts du réchauffement climatique, mais il n'y a pas que ça, en acceptant aussi les contraintes posées par les efforts nécessaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en acceptant les contraintes posées par les enjeux de biodiversité, etc. etc. Et que l'adaptation, c'est simplement penser le développement de ces territoires en acceptant qu'il y a ces contraintes et en ne faisant pas l'autruche. Il y a par exemple dans le dernier rapport du GIEC un graphique que j'aime beaucoup, celui-ci qui dit exactement cela, qui compare différentes évolutions possibles de territoires et qui montre qu'en fait, qui illustre le fait que ce qui compte, ce qu'il faut pour qu'un territoire soit adapté aux impacts du réchauffement climatique, c'est simplement le fait de prendre en compte tous ces enjeux et à l'intérieur de ces enjeux, de regarder quel avenir du territoire peut intéresser les habitants. Voilà, donc en conclusion de cette présentation, disons qu'avec le réchauffement climatique, le monde et nous tous entrons dans une période d'incertitude. Personne ne sait exactement à quoi va ressembler le monde du fait des impacts du changement climatique. Les impacts même, on arrive à les modéliser. La vulnérabilité des sociétés, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, ce dont on est sûr aujourd'hui, ce sur quoi on a encore une certitude, c'est qu'on a encore le choix de la trajectoire. Le deuxième point, c'est que s'adapter, c'est simplement imaginer le développement de son territoire en prenant en compte les contraintes environnementales. Et en fait, c'est la même chose que l'atténuation, c'est la même chose que la prise en compte des enjeux de biodiversité, par exemple. Simplement, un point crucial, c'est que cela nécessite de l'expertise et des données. Un facteur à ne vraiment pas négliger dans ces questions de financement. Ensuite, plus il y a d'anticipation, plus le surcoût lié à l'adaptation est faible. Et c'est pour ça que les retards que l'on peut noter aujourd'hui dans les différents pays du monde sont particulièrement problématiques. Et enfin, le fait que l'adaptation, ça consiste à faire des choix. Ça consiste à faire des choix au niveau locaux, au niveau nationaux. Ce sont des choix avec des gagnants et des perdants, mais en s'y prenant bien, on peut réussir à indemniser les perdants, on peut réussir à faire en sorte que les choses se passent bien. Une des questions que ça pose, bien sûr, c'est lorsque l'on essaye de mettre en place une stratégie d'adaptation sur un territoire, comment on fait pour faire venir les perdants? Comment on fait pour faire en sorte que ceux qui perdraient au changement du statu quo acceptent de participer aux réflexions, etc. etc. C'est une question qui n'est pas simple. Là-dessus, une réponse qui est parfois apportée, c'est le fait que avoir des chiffres objectifs, avoir par exemple des outils de modélisation qui permettent de dire en fait telle évolution amènerait à telle conséquence avec tel degré de certitude, etc., peut contribuer à avoir des débats apaisés. Ce qui illustre, je pense aussi, cette question du besoin de financement des connaissances et de l'expertise. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent, on peut vous applaudir, merci. Est-ce qu'il y a une question? On va prendre une question. J'ai une question, mais peut-être que vous avez une question. Vous avez peut-être une question vous aussi en ligne. Je vous rappelle que vous avez donc ce super pouvoir qui est de pousser un peu d'intelligence sur les réseaux sociaux via le hashtag FIMC, Forum International Météo Climat 2025, FIMC 2025, et que votre autre super pouvoir, c'est de participer quand même à cette conversation avec vos questions chez vous, ou que bon vous semble d'ailleurs, vous qui nous suivez en direct, et puis vous ici dans la salle des fêtes de la mairie de Paris. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une main qui se lève? Alors, il y a une question. Voilà, je ne poserai donc pas ma question, mais ce sera votre question, monsieur. Non. Mais moi, je pourrais lui poser après. Mais peut-être que vous aussi, d'ailleurs. On va voir. Okay, c'est gentil. Bonjour. Erwan Lega, je suis étudiant. Enfin, j'ai repris des études en droit de l'environnement. Et ma question est... merci beaucoup pour cette intervention qui était vraiment formidable. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Qu'est-ce qui pourrait amener à justement les gens autour d'une discussion commune? Quel outil vous préconiseriez pour arriver à cela, puisque ça passe par beaucoup de concertation finalement, votre présentation. Eh bien, vous allez rire, c'était pratiquement ma question aussi. C'était autour de la co-construction, autour de la discussion, et comment faire redescendre un petit peu tous ces indicateurs. Alors, c'est une question qui est complexe. Alors, je ne suis pas spécialiste non plus de ces questions d'arrangement institutionnel, mais disons au moins ce que j'ai pu en lire ou en entendre, c'est que pour faire venir des gens autour de la table, une solution parmi d'autres qui peut fonctionner, c'est le fait d'avoir des études pilotes, des territoires pilotes dans lesquels il y a des décideurs très investis et qu'en fait il y a
un petit peu partout, des territoires dans lesquels les personnes veulent agir plus qu'ailleurs et que ces lieux sont particulièrement importants parce que c'est ça qui permet de réunir des gens autour de la table. Et qu'ensuite, une fois que vous avez des démarches de concertation et de mise en place de stratégies d'adaptation qui sont faites, ça peut servir d'exemple à d'autres territoires. Alors je ne sais pas si ça répond du tout à tous les besoins, mais au moins c'est une des possibilités et qui est mise en œuvre par exemple par certaines associations, certaines ONG à travers le monde. Merci beaucoup Vincent Viguier, on peut vraiment vous applaudir. C'était effectivement, je vous rejoins Erwan, c'était brillant, merci.